Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous ai encore jamais raconté d'histoire de maison hantée. Eh ben c'est pour aujourd'hui. Je suis tombé sur une histoire qui est complètement hallucinante et qui pourtant n'est pas vraiment connue. Et tout ça grâce au Dauphiné Libéré, qui a fouillé dans ses archives et qui nous a sorti une histoire datant de 1955. Alors j'ai fait quelques recherches sur le net, mais je n'ai rien trouvé, sauf quelques sites qui reprennent l'article du Dauphiné. Donc avant de commencer, afin d'être bien clair, je tiens à préciser que toutes mes sources ainsi que les photos de l'affaire que vous verrez proviennent du Dauphiné Libéré. De toute façon, je vous mettrai tous en description si jamais vous voulez aller y jeter un œil. Et si jamais toi qui es tout jeune et qui t'apprêtes à regarder cette vidéo, eh bien tu es dans ton lit tout seul tard le soir. À vrai, si tu es tout jeune, j'espère que tu es tout seul dans ton lit tard le soir. Eh bien prête-toi à faire dans ton froc. Non, je déconne. Elle fait pas extrêmement peur, mais par contre elle est complètement dingue. Allez, à tout de suite. Nous sommes donc en février 1955, en Savoie dans la vallée de la Maurienne. Et dans ce coin-là vivent deux familles modestes d'ouvriers italiens, les Rotella et les Castrignano. Ces deux familles habitent une bâtisse plutôt vétuste qui daterait du XIVe siècle. Le 24 février, ils vont être rejoints par une troisième famille, venue leur rendre visite. Les Costa, beaux-frères et belles-sœurs des Castrignano, qui sont accompagnés de leur enfant. La soirée se passe bien, tout le monde s'amuse, avant d'aller se coucher. Et c'est là que des événements étranges vont se produire. À 5h30, de violents coups sont portés sur la porte de chambre des Castrignano. Le papa réveillé en sursaut va donc ouvrir la porte. Mais rien, il n'y a personne. Il pense à une mauvaise blague et retourne se coucher. Mais au moment où il rejoint son lit, ça hurle chez les Rotella, où le même phénomène s'est produit. Sauf qu'eux en plus, ils ont eu droit à des objets qui bougent. Lors de cette journée, en plein jour donc, cette fois tout le monde va être témoin de ces phénomènes bizarres. Les objets vont trembler, faire de petits bonds ou tomber au sol. Donc là c'en est trop pour tout ce petit monde qui commence vraiment à flipper. Et il décide d'aller chercher le maire, la police et même le curé du village. Dommage que les Warren n'étaient pas là. Ça aurait pu aider. Mais vous êtes quoi au juste? On est chercheurs en paranormal, chasseurs de fantômes. Mais on préfère être connu simplement en tant que Ed et Lorraine Warren. Donc tout le monde débarque dans la maison, les voisins confirment avoir entendu des bruits étranges et le curé bénit les lieux. Vers 21h, un journaliste du Dauphiné est envoyé sur place. Et a priori la tentative d'apaisement du curé n'a pas vraiment suffi, puisque le cirque continue, et un tabouret lui passe même juste sous le nez. Sans déconner. Et là, il y a un paquet de témoins pour témoigner de tout ça, dont le maire, un curé et un journaliste. Rien que ça. Mais bon, malgré tout, certains se disent qu'il faut relativiser, et qu'il y a sûrement une explication logique à tout ça. Dans le quartier sous les maisons, il y a deux vieilles caves, qui ont été pour la plupart comblées. Et suite aux grosses pluies des derniers jours, le maire et le curé supposent que la maison peut bouger sur ses fondations. Ce qui pour eux pourrait être la cause de ces phénomènes étranges. Alors il y a des objets qui s'envolent, d'autres qui bougent ou encore qui tombent, sans que personne ne les touche. Et eux, ils en déduisent que c'est à cause des intempéries. Il est donc prévu par précaution d'évacuer prochainement les occupants. Mais en attendant, il est décidé que dimanche soir, jour du Seigneur, tout ce petit monde, ainsi que d'autres personnes, comme l'ancien maire et député de la commune, se réunissent dans la cuisine des Rotella. Tous se retrouvent donc comme prévu dimanche soir, et on a pensé à ramener aussi un magnétophone, pour enregistrer ces bruits étranges. Ils sont donc assis, le temps passe, et finalement, rien. Rien ne se passe. Arrivé minuit, il est décidé de plier bagages. Étant donné que rien ne s'est passé, on espère que tout ça est enfin terminé. Quand soudain, tout se met à trembler. Les verres d'eau décollent de la table et traversent la pièce. C'est ensuite au tour du brodeau de s'élever et de foncer dans le dos de monsieur Castrignano. Et tout ça devant tout le monde. Un des protagonistes, plutôt surpris, dira même qu'il a ramassé le broc et a passé la main autour voir s'il n'y avait pas de fil, ou un truc du genre, qui aurait pu provoquer ça. Mais a priori, non. C'est après ces événements que certains vont finalement se poser des questions sur Teresa Costa, qui, rappelez-vous, est la belle-sœur des Castrignano, qui est arrivée avec son mari et ses enfants le 24 février, la veille où tout ce cirque a commencé. Certains ont remarqué qu'à chaque fois que ces phénomènes se produisaient, Teresa était souvent très nerveuse. Elle avait même une fois carrément fait une syncope. Donc, est-ce que ça ne serait pas plutôt Teresa qui provoque tout ça? Bref, quoi qu'il en soit, c'en est trop pour les occupants de la maison, et ils décident de tous partir direction chez les beaux-parents des Castrignano, qui pouvaient les héberger. Et là, on n'entendra plus un bruit dans la maison des Rotella et des Castrignano. Par contre, chez les beaux-parents qui les hébergeaient, là c'est la fête. Les objets se transforment en objets sauteurs, avec en plus des coups sourds dans le mur. Et là, il est décidé que la famille Costa doit s'en aller. Ils rentrent donc chez eux, à Saint-Julien-en-Maurienne.
Et juste après leur départ, tout se calme chez les beaux-parents. Par contre, du côté des Costa, chez eux, le bal des objets volants reprend. Une casserole d'eau qui tombe de la cuisinière, des bouteilles éjectées de la table, et pour couronner le tout, des bruits sourds dans un placard. Et tout ça sous les yeux de la sœur de Teresa et d'une voisine. Donc rebelote, cette fois c'est le maire de Saint-Julien qui débarque, avec le journaliste du Dauphiné et aussi un journaliste du Progrès. Et là, devant tout le monde, en plus d'objets qui volent, le banc où assise Teresa va se déplacer et percuter le mur, avant que Teresa ne rentre quasiment en transe. Donc on va décider de l'emmener voir un psychiatre. Parce qu'il est bien connu que quand des objets traversent les pièces tout seuls, et que ça frappe dans les murs, faut aller voir un psychiatre. Quoi qu'il en soit, l'affaire commence à faire grand bruit, car même des journalistes étrangers ont fait le déplacement pour voir ces phénomènes. Et ils ne seront pas déçus puisqu'une casserole de lait leur passera à eux aussi sous le nez. Teresa verra alors plusieurs médecins et leurs conclusions seront claires. Elle a besoin de repos, voire même d'être hospitalisée. Et là, un nouveau protagoniste arrive. Le Dauphiné décide d'envoyer un nouveau journaliste, bien plus expérimenté, un certain Roger-Louis Lachat, qui a déjà traité des affaires de maisons hantées, et à chaque fois c'était bidon. Il va alors se rendre sur les lieux et prendre chaque témoin un à un, en commençant par Teresa. Et là encore, des choses étranges vont se passer. Il va entendre Teresa hurler, de l'autre côté de la cloison, avec des bruits d'objets qui bougent, et lorsqu'il ouvrira la porte, il la trouvera pétrifiée, tenant un crucifix à la main. En tout, Lachat va entendre 37 témoins sérieux, dont entre autres 2 maires et un élu, qui sont sûrs de ce qu'ils ont vu. Certains d'entre eux diront même qu'ils ont eu la peur de leur vie. Par la suite, Teresa, vraiment fatiguée, décidera d'écouter les médecins et d'être hospitalisée à Chambéry. Mais après 7 jours, son mari demandera à ce qu'elle rentre. Et là, a priori, il ne se serait rien passé de louche à l'hôpital. Et là, nouveau rebondissement, nouveau protagoniste qui débarque. Un certain Isma Visco, de son vrai nom François Cutat. C'est un illusionniste suisse qui passe dans la région. Ayant eu vent de l'affaire, eh bien il clame haut et fort que tout ça n'est que foutaise. Il vous enfume et vous voyez rien du tout, bande de gros pigeons. Bon, en réalité, il a pas vraiment dit ça, mais c'est à peu près ce que ça voulait dire. Il se rend donc accompagné de certains témoins dans la bâtisse, où tout a commencé. Il tente de réaliser les phénomènes qui se sont produits, mais a priori ce n'est pas très ressemblant. Les fils de nylon se voient et se cassent. Teresa, qui est alors logée chez des amis, les familles Rotella et Castrignano, décident de rentrer chez eux, pensant que tout ça est enfin terminé. Mais le 17 mars, ils préviennent le maire, tout recommence. Et pourtant là, il n'y a pas de Teresa. Dans la commune, l'affaire fait beaucoup parler. Il y a ceux qui y croient à fond et les sceptiques. Et ça donne des idées à Isma Visco, notre illusionniste de passage. Il va faire savoir que le 28 mars, lors d'une soirée de gala, où tous les témoins seront invités, il montrera quelques tours et astuces de magie, et que tous les bénéfices iront aux œuvres de la commune. Et si, en plus, sous condition, dans les 48 heures, Teresa fait bouger un objet devant lui, et qu'il n'arrive pas à expliquer le truc, il versera la somme d'1 million de francs à la commune. Et la famille Costa accepte le deal. Surtout qu'en plus désormais, d'après son entourage, Teresa contrôle son pouvoir, et elle le démonte devant des journalistes, qui confirment. Il se passera encore et toujours certaines choses étranges, comme par exemple un colis qui vole dans les locaux du Dauphiné, en présence de Teresa. Mais bon, désormais, on est habitué. Puis arrive le soir du 28, et le gala d'Isma Visco. En plus des témoins, il y a un sacré panel dans la salle. Des curieux, bien évidemment, d'autres magiciens, des disciples du Christ, ou encore des membres d'une secte. On dirait le début d'une bonne blague. Donc Visco réalise plusieurs tours en expliquant leurs secrets, et la salle est bluffée. Mais les témoins n'en démordent pas, et l'assurent, ils savent ce qu'ils ont vu, et c'était incroyable. Malgré tout, ça discute sévère entre les convaincus et les non convaincus. Donc le seul moyen de connaître la vérité, ce sera la confrontation entre Teresa et Isma Visco. Des règles sont alors mises en place. Ne seront présents qu'Isma Visco, Teresa, un avocat, le maire de Saint-Jean, un huissier et enfin 2 journalistes. Pour les objets, il y en aura 4. Un broc, un pot à lait, une marmite et un tabouret. Sans compter les chaises où seront assis tout ce beau monde. Et enfin, le lieu sera désigné juste avant la séance. Sauf que chez les Costa, ça gronde. Ils n'estiment pas normal qu'on parle autant d'argent, alors qu'eux qui sont au centre de l'affaire n'aient droit à rien. Donc ils réclament la modique somme de 500 000 francs, juste pour participer. Et ça, c'était pas prévu. Le 29 mars à 10h, l'huissier indique le lieu. Ce sera dans la véranda d'un certain Monsieur Plançon, qui a bien gentiment prêté l'endroit. Tout le monde est là, sauf Teresa. Donc on envoie une voiture la chercher. Et elle arrive accompagnée d'une bonne partie de sa famille. Et ça aussi, c'était pas prévu dans le contrat.
Et là, son mari n'en démord pas, ce sera au moins 100 000 francs ou rien. Et en plus, Teresa refuse de faire quoi que ce soit si sa famille proche ne reste pas, car elle n'est pas très rassurée et veut être entourée. Isma Visco cède, mais il veut qu'un médecin soit présent pour vérifier leurs faits et gestes. Donc, histoire de se réorganiser, tout est reporté de 24 heures. Le lendemain à 8h30, pendant qu'on prépare tout, on envoie une voiture avec à son bord le journaliste Roger Lulacha, accompagné d'un photographe pour chercher Teresa et sa famille. Pendant que la famille se prépare, une casserole d'eau s'envole et un fil à provision se met à s'agiter tout seul. Pour pas changer. En arrivant sur le lieu de l'événement, tout le monde est présent. Teresa rentre dans la véranda et s'assoit devant les objets. Dans un grand silence et une tension certaine. Elle fixe alors les objets, et là, rien ne se passe. Rien du tout. Plutôt étrange puisque sa famille a dit qu'elle contrôlait désormais son pouvoir. Par contre, plus le temps passe et plus Teresa semble faible, jusqu'à tomber dans les bras de sa famille, et faire une très grosse crise. Le médecin présent dira alors qu'il s'agit simplement d'une crise d'hystérie. C'est alors que le mari de Teresa dira à l'illusionniste qu'il a acheté un sort à sa femme. Du moins c'est ce que Teresa lui glissera à l'oreille. Après avoir parlementé avec Teresa qui avait décidé d'abandonner, cette dernière se laisse convaincre de retenter une dernière fois l'expérience. Tout le monde va donc se rasseoir, et tout ça va durer jusqu'à 19h. Dans les films, quand le héros échoue, souvent la deuxième tentative est la bonne. Eh bien, figurez-vous dans la réalité, ça marche pas du tout comme ça. Teresa aura beau fixer les objets, pas un seul d'entre eux ne bougera. Visco ne donnera pas 1 million à la commune, les journalistes rentreront chez eux en ayant bien les boules, et le mystère ne sera jamais réellement éclairci. Sauf qu'attendez, nouveau rebondissement. Un certain monsieur Fan Gauthier, qui est le grand patron d'une fabrique de corsets à Lyon, qui est aussi le président de la société d'études Psychique et Spirit, contacte Roger Lulacha, qui, rappelez-vous, est le journaliste du Dauphiné, et lui dit qu'il est en communication constante avec Teresa par l'intermédiaire de son médium, et qu'il a expliqué à Teresa d'où venait son mal. En fait, au milieu du 19e siècle, vivaient dans la maison des Rotella et des Castrignano 2 vieillards avares et coléreux. Un soir, un cheminot leur demanda asile et repas. Les 2 vieillards, pas contents, décidèrent de le chasser. Mais le cheminot exprima clairement son mécontentement. Alors un des vieillards prit un gourdin et frappa le cheminot qui tomba raide mort sur le sol. Les 2 vieillards décidèrent alors d'enterrer le cadavre du pauvre cheminot dans la cave sous la maison. Rappelez-vous, les caves du quartier ainsi que ceux de la maison avaient été comblés. Et le soir où Teresa était présente dans la maison, l'âme du défunt cheminot serait rentrée en contact avec elle, pour se terrer en elle. Finalement, il n'y aura jamais de fouilles sous la maison et on ne saura jamais s'il y a bien le cadavre d'un pauvre cheminot là-dessous. Suite à tout ce cirque, Teresa retournera se reposer en Calabre, d'où elle était originaire. Et on n'entendit plus jamais parler des objets volants. Alors déjà, comment se fait-il qu'une histoire pareille soit totalement tombée dans l'oubli, sauf peut-être en Savoie? Surtout qu'en plus on a tous les éléments possibles pour en faire un bon film. Manque juste le démon. Après, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il n'y a aucune trace en vidéo de ces phénomènes étranges. Bon, ok, on est en 1955, et tout le monde n'a pas de caméra, mais je tiens juste à rappeler que beaucoup de journalistes se sont déplacés pour voir ces phénomènes, dont des journalistes étrangers. On a des vidéos de la Seconde Guerre mondiale, et elle s'est terminée 10 ans avant cette affaire. Pis ça là, c'est quoi? Alors je suis pas expert, je peux me tromper, mais il me semble bien que c'est une caméra, non? Lui, il a alors pas pu aller dans la maison des Castrignano ou des Rotella quand c'était le bordel? Et enfin, la dernière chose qui me perturbe un peu, c'est que les objets volaient de partout, chez les Costa, chez les Rotella, chez les Castrignano. Mais par contre, une fois que Teresa s'est retrouvée devant l'illusionniste, et ben là, rien du tout. Que dalle. Peut-être un manque de préparation. Alors que sa famille avait dit que désormais, elle contrôlait son pouvoir. Après, faut s'y reconnaître que le côté surnaturel de l'histoire a un argument de poids, au vu du nombre de témoins qui jurent avoir bien vu ce qu'ils ont vu. Et là, c'est vraiment troublant, car certains sont des témoins plutôt solides. À moins qu'ils étaient tous dans le coup, histoire de faire un peu de pub à la commune. Il faut venir avec moi à la police. Si vous leur dites ce que vous savez, ils pourront m'aider. Maintenant, c'est vous le débile. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez pas? La police aussi est dans le coup. Ou alors peut-être que ces événements étaient bien réels, mais qu'ils ont été amplifiés. Bref, personnellement, je pencherais plutôt du côté de la supercherie, mais je suis bien obligé de reconnaître que cette histoire est quand même déjà complètement dingue et aussi plutôt bizarre. Allez, sur ce, moi je vous fais plein de bisous, partagez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.